À la une de cette édition, une explosion dans un camp de réfugiés palestiniens fait plusieurs blessés au Liban. La détonation s'est produite dans un entrepôt d'armes, selon une source militaire, version démentie par un responsable palestinien. Lui assure que le dépôt contenait des bouteilles de gaz. On fait le point dans un instant. Un nouveau Premier ministre pour le Burkina Faso. Il s'agit de Lassina Zerbo, ancien responsable au sein des Nations Unies. Il succède à Christophe-Joseph Dabiré après sa démission mercredi. Un aveu d'impuissance face au fléau djihadiste dans le pays. Et puis c'est un revers infligé aux défenseurs du droit à l'avortement aux États-Unis. La Cour suprême a refusé de bloquer la loi du Texas, l'une des plus restrictives du pays en matière d'avortement. Elle interdit depuis le 1er septembre aux femmes d'avorter après 6 semaines de grossesse. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On commence ce journal au Liban avec cette énorme explosion qui s'est produite hier soir dans un camp de réfugiés palestiniens. Il s'agit de celui de Bourj el-Chemali, près de Tyr, dans le sud du pays. L'origine de l'incendie reste encore floue. Il s'est déclaré dans un entrepôt d'armes, selon l'armée. Information démentie par un responsable palestinien. Lui assure que le dépôt contenait des bouteilles de gaz. On fait le point avec Marc Pope. L'explosion très puissante a été entendue à plus d'une dizaine de kilomètres. Elle s'est produite dans l'un des 12 camps libanais de réfugiés palestiniens, celui de Bourj el-Chemali, près de la ville portuaire de Tyr. Il s'agit du second camp le plus peuplé du pays. Il accueille plus de 25 000 personnes, faisant craindre de nombreuses victimes. Selon l'agence de presse Shebab, proche du Hamas, la déflagration a été déclenchée par l'incendie de bonbonnes d'oxygène destinées aux patients atteints du Covid. Une version remise en cause par l'agence libanaise de l'information qui parle de l'explosion d'un entrepôt d'armes appartenant au Hamas. Ce camp, comme les autres, est en effet considéré comme une exclave autonome où les autorités libanaises ne peuvent intervenir. Le Hamas y aurait pignon sur rue. Selon des sources locales, l'incendie a été maîtrisé et toute la zone a été évacuée. C'est avec 15 ans d'avance que la France a décidé d'ouvrir ses archives sur la guerre d'Algérie, archives longtemps classifiées sur les enquêtes judiciaires et de police. Le sujet reste toujours extrêmement sensible. L'objectif affiché et revendiqué par l'exécutif est, je cite, de regarder la vérité en face. Réelle nouvelle étape ou pas, Diane Schollinger. Il devait rester fermé, même aux historiens, pour encore 15 ans. Ces milliers de dossiers vont bientôt être accessibles et révéler leurs secrets, parfois sanglants. De quelles archives s'agit-il exactement ? Ce sont les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police sur des faits commis en Algérie comme dans l'Hexagone pendant la guerre entre 1954 et 1962. Des enquêtes menées à l'époque dans la plus grande opacité. Il faut dire que les affaires de police judiciaire étaient confiées à l'armée française, surtout pendant la bataille d'Alger. Donc, bien entendu, on va pouvoir avancer sur la connaissance, disons, des perquisitions, arrestations, filatures, et bien entendu sur toute une série de brutalités, d'exactions qui ont pu être commises, etc. Un devoir de transparence, c'est une démarche amorcée par le gouvernement français depuis plusieurs années. Ce sont d'abord les archives sur la répression meurtrière de la manifestation du 17 octobre 1961 qui ont été dévoilées. Puis en septembre 2018, Emmanuel Macron a reconnu que le militant de l'indépendance algérienne, Maurice Audin, avait bien été torturé et exécuté par l'armée française. Selon les autorités, permettre l'accès à ces archives, c'est avoir le courage de regarder l'histoire en face. Je crois que c'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Et je pense que nous en sommes capables. Y a-t-il des visées diplomatiques ? Les relations franco-algériennes, toujours délicates historiquement, se sont fortement crispées ces derniers mois. Mercredi, Jean-Yves Le Drian a rencontré le président algérien pour tenter d'apaiser la situation, renouer des liens de confiance. L'annonce de l'accès aux archives s'inscrit clairement dans cet agenda. De leur côté, plusieurs historiens algériens ont appelé leurs dirigeants à ouvrir également leurs archives nationales.
Autre titre de l'actualité de ce samedi, au Burkina Faso, il aura donc fallu 48 heures pour qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. Lassina Zerbo, c'est son nom, ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires. Un homme peu connu des Burkinabés à qui reviendra l'immense tâche de rassembler le pays. Marc Pope. Monsieur Lassina Zerbo est nommé Premier ministre. Il est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Lassina Zerbo, ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires, va prendre les rênes du gouvernement dans un contexte extrêmement tendu. Son prédécesseur, Christophe Joseph Dabiré, a été limogé mercredi pour calmer la colère des habitants qui accusent l'exécutif d'être incapable d'enrayer les attaques djihadistes. Peu connu du grand public, Lassina Zerbo s'est distingué sur la scène internationale en recevant plusieurs prix, dont celui de la diplomatie scientifique. Le président Roch Marc Christian Kaboré fait ainsi de la lutte contre le terrorisme une priorité. En direct à la télévision, il en appelle à l'unité nationale. Nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie, ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des filles et des fils de notre nation à consentir l'effort de guerre, chacun en fonction de ses possibilités. Un effort dont les contours restent encore à préciser, mais qui a pour but d'impliquer tous les Burkinabés dans cette guerre. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des violences récurrentes, attribuées à des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Des attaques qui ont fait au moins 2000 morts et poussé près d'1,5 million d'habitants à fuir. La dernière date du 14 novembre dernier. Des hommes armés ont attaqué un commissariat à Inata dans le nord du pays, faisant au moins 57 morts, dont 53 gendarmes. Autre image de l'actualité, la première visite du chancelier allemand à Paris, juste avant la prise de fonction d'Emmanuel Macron à la tête de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. Après Angela Merkel, il va falloir trouver le chemin du couple franco-allemand avec Olaf Scholz. Europe souveraine, solidité des finances, crise en Ukraine, autant de défis auxquels les deux dirigeants veulent s'attaquer à deux. Céline Bay. Une coopération franco-allemande infaillible. C'est ce qu'ont voulu mettre en avant Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour cette première rencontre depuis l'élection du nouveau chancelier allemand. Sur les sujets d'investissement ou d'ouverture institutionnelle, nous avons véritablement manifesté une volonté de travailler ensemble. Et je crois que ces premiers échanges traduisent très clairement une convergence de vues solide. En tout cas, j'étais très heureux, cher Olaf, de te recevoir à Paris aujourd'hui pour ce premier déplacement hors d'Allemagne. Un tutoiement de rigueur et l'envie de montrer que la relation est pour le moment sans nuages. Même sur les sujets de désaccord entre les deux pays, comme le nucléaire, les deux hommes ont botté en touche. Parmi les thèmes abordés, la crise ukrainienne. Depuis plusieurs semaines, la Russie déploie des milliers de soldats à sa frontière avec l'Ukraine, ce qui fait craindre une attaque des Russes. La situation à la frontière Ukraine nous préoccupe tous, bien évidemment. On y voit beaucoup de soldats et il est tout à fait normal que nous en parlions. Nous allons actionner des leviers et nous pourrons continuer à poursuivre notre coopération dans le cadre du format Normandie. Olaf Scholz et Emmanuel Macron doivent rencontrer le président ukrainien la semaine prochaine. Le chancelier allemand et le président français ont également évoqué durant leur rencontre le plan de relance économique européen de 750 milliards d'euros. Un plan censé stimuler la croissance des États membres de l'UE, ralentie en raison de la pandémie. Autre défi à relever pour les deux dirigeants, celui de la crise migratoire, qui a jusqu'à présent beaucoup divisé l'Europe. C'est un dossier qui empoisonne les relations entre la France et le Royaume-Uni depuis 11 mois, celui des licences de pêche accordées aux Français dans les eaux britanniques. Bruxelles a fixé un ultimatum qui s'est terminé hier soir pour régler le litige. Londres rejette l'échéance. Paris réclame un arbitrage européen et promet d'aller au contentieux si nécessaire. Léo Pichard. Le bras de fer continue.
Ce vendredi matin, à quelques heures de l'échéance fixée par l'Union européenne pour régler le litige autour des licences de pêche, Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, se veut menaçant à l'encontre des Britanniques. S'ils campent sur leur position, nous demanderons à la Commission européenne, dans le week-end, d'annoncer qu'un contentieux est engagé avec les Britanniques. Ça veut dire qu'il y a une procédure juridique que la Commission européenne ne voulait pas engager avec les Britanniques jusque-là, que maintenant elle prend en compte. Nous lui demanderons de prendre une procédure pour dire aux Britanniques, vous ne respectez pas l'accord. Ça veut dire que tous les Européens reconnaissent que les Britanniques ne respectent pas l'accord. Concrètement, une telle procédure permettrait d'engager d'éventuelles sanctions au niveau européen, par exemple des mesures douanières visant les produits britanniques. De son côté, la Commission européenne qui mène les discussions avec le Royaume-Uni l'assure, les négociations finiront bel et bien ce vendredi. Nos collègues négocient en ce moment même. Ça a été le cas au cours des dernières semaines. Ces pourparlers se sont vraiment intensifiés ces derniers jours et ces dernières semaines. Environ un quart des prises des pêcheurs français proviennent des eaux britanniques. Depuis que le Brexit a remis en cause la libre circulation maritime, les pêcheurs doivent prouver avoir travaillé au large des côtes anglaises durant des périodes bien précises définies par Londres et les îles anglo-normandes. À ce jour, la France a obtenu 1004 licences de pêche. Elle en attend encore 104 supplémentaires. On s'arrête maintenant sur cette décision perçue comme un virage à 180 degrés, celle de la justice britannique d'annuler en appel le refus d'extrader vers les États-Unis le fondateur de Wikileaks, ce qui concrètement ouvre la voie à une possible remise de Julian Assange aux autorités américaines. Washington veut, pour rappel, le juger sur son sol pour la fuite massive de documents confidentiels. Explication Émilie Béraud. Au désespoir de ses soutiens, la Haute Cour de Londres a tranché. L'extradition de Julian Assange, demandée par les États-Unis, doit être réévaluée par la justice britannique. Près de 2 ans après le début du procès, cette décision marque une victoire pour le gouvernement américain, un retour en arrière pour le lanceur d'alerte et ses proches. Nous allons continuer le combat. Chaque génération a un combat épique à mener et celui-ci est le nôtre. Parce que Julian représente les fondements de ce que signifie de vivre dans une société libre, de ce que cela signifie d'avoir la liberté de la presse, de ce que cela signifie pour les journalistes de faire leur travail sans avoir peur de passer le reste de leur vie en prison. En janvier dernier, les hauts magistrats britanniques s'étaient pourtant opposés à l'extradition d'Assange, invoquant sa santé mentale fragile et un risque de suicide. Les États-Unis ont alors fait appel et obtiennent gain de cause ce vendredi. D'après la Haute Cour de Londres, les États-Unis ont fourni des assurances répondant aux inquiétudes qui ont conduit la juge de première instance à bloquer l'extradition. Cette nouvelle étape fragilise le fondateur de Wikileaks, qui pourrait être extradé aux États-Unis si les juges et le gouvernement britannique donnent leur feu vert. Julian Assange, à qui les États-Unis reprochent d'avoir diffusé des documents classés défense, risque jusqu'à 175 ans de prison. Tout le Guatemala est en deuil. Ce sont les mots d'Alejandro Giammattei, le président du pays. 3 jours de deuil national vont être décrétés après la mort de 55 migrants clandestins, en majorité guatémaltèques, et ce, dans un accident de camion au Mexique. Ils voyageaient cachés et entassés dans une remorque. Leur véhicule s'est renversé sur l'autoroute. 105 personnes au moins ont par ailleurs été blessées. Aux États-Unis, à présent, cela fait désormais 100 jours que les femmes texanes n'ont pratiquement plus accès à l'avortement et cela va continuer encore au moins quelques temps. La Cour suprême refuse à nouveau de suspendre la loi du Texas, l'une des plus restrictives du pays qui interdit l'IVG au-delà de 6 semaines. Ethan Hadji. L'arbitrage tant attendu de la Cour suprême n'a finalement pas eu lieu. Les 9 juges, en majorité conservateurs, ont refusé de suspendre la loi texane sur l'avortement. Ils se contentent d'autoriser les médecins pratiquant l'IVG à recourir aux tribunaux fédéraux pour faire valoir le droit de leurs patientes à avorter. Une procédure judiciaire peu susceptible d'aboutir en pleine grossesse. La décision des sages suscite l'indignation chez les organisations féministes et au sein même de l'administration Biden. Le droit d'une femme à prendre des décisions au sujet de son propre corps n'est pas négociable. Nous allons donc continuer à nous battre pour le droit constitutionnel de toutes les femmes à disposer de leur corps. Depuis le 1er septembre dernier, le Texas, ce vaste État conservateur du sud des États-Unis,
interdit l'avortement aux femmes, même en cas d'inceste ou de viol, dès que les battements de cœur de l'embryon sont perceptibles, soit après 6 semaines de grossesse. Or, dans presque 90% des cas, les IVG concernent les grossesses parvenues au-delà de ce délai. Chez les anti-avortements, on salue la décision de la Cour suprême. Nous nous félicitons que la loi du Texas sur les battements de cœur reste en vigueur et sauve les vies de bébés non nés. Saisie une première fois, la Cour suprême avait refusé de bloquer l'entrée en vigueur de la loi, poussant l'administration Biden à la saisir de nouveau le 18 octobre dernier. Une bataille judiciaire à l'œuvre dans d'autres États comme le Mississippi, alors que le droit à l'IVG est pourtant garanti depuis 1973 par l'arrêt Roe v. Wade, tant que le fœtus n'est pas viable vers 22 semaines de grossesse. Fin de ce journal, à très vite sur France 24.